Son licenciement était-il injuste? Le retour. On est reparti avec Sylvain de la chaîne Villebrequin qui cette fois-ci s'est fait virer de Valeo. Vous avez été nombreux à me le demander, ça s'affiche à l'écran, parce que, a priori, cette vidéo est beaucoup plus intéressante, beaucoup mieux, avec un licenciement qui est encore plus fou que le premier. Et on va ponctuer cette vidéo d'anecdotes personnelles, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de sa communauté, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur et j'ai une dizaine d'années d'expérience. On avait fait la vidéo sur Bosch, vous l'avez bien aimé, bande de petits coquinous. On vous avait promis la vidéo sur Valeo. La voici, je vais vous raconter mon histoire juste avant celle de Bosch chez Valeo, quand je me suis fait virer comme une merde, parce que finalement je suis abonné à ça. Vous avez été aussi très nombreux à réagir à la vidéo de chez Bosch, donc on va repartir exactement du même point. Cette vidéo n'est pas là pour diffamer, insulter, vous inciter à aller emmerder Valeo. C'est de l'histoire ancienne sur laquelle vraiment j'ai fait une croix et surtout j'en tire vraiment que du positif. Parce que j'aurais pas été chez Valeo, que j'aurais pas rencontré d'autres enculés et que je serais pas millionnaire aujourd'hui. Cette vidéo n'est également pas là pour faire les pleureuses. On va parler de beaucoup de choses, pas forcément drôles, qui me sont arrivées, qui nous sont arrivées. On a fait plein de trucs, on n'a pas eu de chance dans la vie. On s'en branle. On vous tient informé qu'on a galéré, mais on se plaint pas. Et attention. Ouais, non, c'est une super attitude par rapport à ça, et c'est pour ça que c'est cool de regarder ce type de vidéo, je pense. On se fait pas souvent virer de sa vie. Ça arrive 1, 2, 3, 4 fois, potentiellement, max 5 fois. Et donc, on a peu d'occasion d'apprendre de ça, d'apprendre de ses erreurs, de ses licenciements. C'est super, c'est incroyable d'avoir cette opportunité actuellement avec YouTube, avec des personnes qui témoignent, de se dire, ok, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça peut arriver, il faut que je fasse telle chose pour faire attention, si on me dit tel truc, il faut que je fasse gaffe aussi, et que nous, en tant que viewer, on peut se dire, ok, ça c'est cool, j'ai appris et je peux moi faire maintenant, changer un peu ma façon de faire au travail pour éviter que ça m'arrive. Ou bien savoir comment réagir quand ça arrive. Je vous incite à ne pas trop aller emmerder Valeo. Ça peut que nous mettre dans la merde, c'est de l'histoire ancienne, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à apporter du soutien après la vidéo de Bosch, c'était super chouette. Même des gens qui ont pris partie de Bosch. C'était chouette, c'était un espace de débat, un espace de commentaires finalement. Très content de voir qu'il y a des gens qui étaient du côté de Bosch et qui étaient contents de se faire virer. Il n'y a pas de problème les gars, si vous aimez être con. Moi, je suis très content moi. N'hésitez pas à en parler aussi en commentaire. D'ailleurs, merci pour ceux qui ont mis les commentaires la dernière fois. Vous m'avez appris que les allocations, même si on était viré pour faute lourde, on y avait quand même droit en France, donc je ne savais pas. Merci les gars, merci pour l'update. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire aussi, en espace de partage, il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes bienveillant et constructif, tout est bienvenu. Bref, j'étais en alternance pour valider mon master, c'était tout chouette, tout ça machin. Et pendant cette alternance, je fais la rencontre d'une personne qui travaille chez Valeo, que j'embrasse d'ailleurs, qui se reconnaîtra très certainement, qui était super cool, et qui me propose, pour un jeune comme moi qui sort d'école, une opportunité incroyable. Cette personne me met sur un bon poste chez Valeo, qui se trouve être chef de produit pour des gammes poids lourds chez Valeo. Alors je vous explique, Bosch, c'est le plus grand équipementier automobile du monde. Valeo, c'est le plus grand équipementier automobile français. C'est un truc qui fait 20 milliards d'euros, c'est incroyable, ils sont dans le top 10 du CAC 40 en France, ça pèse vraiment lourdement. Et quand tu sors d'études, rentrer chez Valeo, c'est cool. En plus de ça, c'est vraiment spécialisé dans l'automobile, ils ont des belles compétences par exemple sur l'embrayage, c'est des références mondiales dans le game de l'embrayage. Quand t'aimes les bagnoles, c'est une belle opportunité. Et en plus de ça, c'était vraiment inespéré pour quelqu'un comme moi qui avait aucun réseau. J'avais pas de piston, j'avais rien. Et sur une rencontre fortuite au travail, je trouve le moyen d'avoir quelqu'un qui travaille chez Valeo et qui est intéressé par mon profil. Vous m'intéressez. Ouais, ça c'est hyper bien de montrer aussi comment ça se produit. Si tu bosses, que tu fais des choses, il y a du hasard, il faut avoir de la chance. La chance, ça se produit, ça se prépare, il faut être prêt à saisir les opportunités, hein, CF ma vidéo sur comment avoir de la chance. Mais là, il a eu une rencontre, il a réussi à avoir cette chance-là, et il a sauté dessus, il a fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Ça c'est top, et je vous encourage à le faire aussi. Il faut être préparé, il faut savoir saisir les opportunités quand elles arrivent, pas hésiter. Quand tu es jeune, tu veux construire ton CV, tu veux construire tes expériences, apprendre à faire des choses, avoir des compétences, et aussi des marques de confiance sur ton CV pour pouvoir faire ensuite le job que tu veux si t'es pas sûr au départ. Ça présente super bien, on me propose un CDD bien payé, 36 000 € brut par an, c'est-à-dire 3 000 € brut par mois, soit 2 200 € net. Et là on part vraiment d'un truc où mes parents sont au SMIC, n'ont jamais approché un 2 200 € net par mois. Me dire mon premier job touchait plus que mes parents, c'était ouf. En plus de ça, alors bon, je suis désolé d'avoir grandi à Saint-Etienne, quand tu touches 2 200 € net à Saint-Etienne par mois, tu vis bien. Tu mets pas le chauffage chez toi, tu fais des économies de ouf, je mangeais qu'au plus toute l'année, en 2 ans, mais je suis multimillionnaire, y a pas de problème. Sauf que j'avais pas prévu un seul truc dans l'équation, le job n'était pas à Saint-Etienne, le job était à Paris. J'étais jamais sorti de Saint-Etienne, enfin si, le plus loin où j'étais allé, c'était Lyon. Et moi, naïf comme je suis, je me dis attends, Lyon avec mon salaire en alternance où je touchais 1 300 € par mois, ce qui était déjà très bien en alternance, 3 000 €, mais Luc. Et là, c'était vraiment la première naïveté dans l'histoire. J'avais pas compris. Il va y avoir deux types de gens qui regardent ça. Les gens qui ne connaissent pas la région parisienne et les autres. Ceux qui connaissent les 1 000 € de loyer par mois pour avoir 40 mètres carrés à Saint-Denis. Je sais. Les courses qui te...
Et 40 mètres carrés, c'est bien déjà. Est-ce que j'ai déjà loué 40 mètres carrés quand j'étais étudiant? Je pense pas, hein. On était sur le campus, donc ça allait, c'était pas trop cher, mais on était loin de tout. Et c'était quoi? Il y avait la chambre qui faisait 3 mètres sur 2 mètres et demi. Et après, il y avait un espace commun. Voilà quoi. Ça, c'était la première année. Après, on avait des trucs un poil plus grands, mais si ça touchait les 10 mètres carrés par personne, on était déjà extrêmement heureux, hein. Ça coûte une fortune, l'essence à 1,80 litres. Et ça, j'avais pas compris. Au point que je devais prendre mon poste début décembre. Et Valeo me signe mon contrat une semaine avant ça. Et je me dis, en une semaine, tu dois trouver un appart sur Paris, faire ton déménagement et être prêt pour ton poste. Et là, je sais pas comment, je me suis dit, ça va rentrer, y a pas de problème. Et je suis super con. Non, t'es optimiste. J'ai pris ma petite ZX rouge qu'on voyait d'ailleurs dans l'un de nos premiers essais. C'était ma voiture. J'ai posé mon petit cul dedans. C'est parti pour Paris, donc je me tape les bornes. Attention, j'avais tout prévu. Je me suis prévu une journée où je vais visiter 4 apparts. Et je me suis dit, attends, tu vas pas faire le mec exigeant, il te faut juste un appart rapidement. 4 apparts, tu vas en trouver un. À Lyon, j'avais absolument pas galéré. J'avais même eu le choix à Lyon. Les mecs, ils vont dire, c'est lui qui gagne 3 000 € par mois. Putain, j'étais fier quand je sortais mon dossier. CDD en période d'essai. Et attention, j'ai 2 parents garants au SMIC. Et là, j'ai pas compris que la vie parisienne m'a fait un. L'ouragan. Le premier appart était insalubre. Le deuxième appart, il a même pas regardé mon dossier, le mec. C'est même pas genre Paris en face de la Tour Eiffel, c'est demandé. C'est Saint-Denis. Et j'avais pas compris à quel point la région parisienne c'est tellement tendu, c'est tellement chaud de trouver un logement que mon dossier ne passerait nulle part. Donc j'ai pris ma petite ZX. Alors, petite anecdote, si tu vas voir un appart à Paris comme ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit tu as un énorme dossier, soit tu passes sur Facebook, il y a des groupes d'amis. Si tu arrives à être dans une école qui a des petits groupes de réseau, genre école centrale, mine, etc., quand tu es en ingénieur, ou même, quelle que soit l'école, mais tu as potentiellement des étudiants qui laissent leur piole, donc quand tu fais d'une année sur l'autre, c'est beaucoup plus simple. Ou bien amis d'amis, et tu contactes vraiment tout le monde, et tu demandes, mets un message sur Facebook, ou sur Insta, sur Snap, peu importe ce que vous utilisez. Est-ce que quelqu'un a une chambre de dispo? Et réussir à se faire loger comme ça, au moins au départ. Malheureusement, c'est vraiment super dur. Donc, je sais pas comment il a fait, mais courage à lui à ce moment-là, parce que, voilà, réalité, si vous venez de la province, c'est-à-dire de tout hors de Paris, et que vous arrivez sur Paris pour la première fois, qu'est-ce que c'est relou. Et j'ai fait le trajet soir en faisant. Il me reste que 4 jours pour les trouver. Ça va certainement très bien se passer, y a pas de problème. Après, du coup, en PLS, je cherchais même des colocs. Du coup, 4 jours avant ma prise de poste chez Valeo, je n'ai pas de logement. Du coup, embêté, j'en parle à Valeo, je les appelle, je leur dis le problème, et normalement, les entreprises sont censées t'aider en te donnant de l'argent, ou en te donnant des logements, des trucs comme ça. Là, on te paye 3 nuits d'hôtel à 80 €. C'est-à-dire pour m'aider à déménager de Lyon à Paris, alors que j'avais rien, j'avais pas de proche, j'avais rien, ils m'ont donné 240 €, ils m'ont dit courage frérot. Ciao. Con comme je suis, le pire c'est que j'y suis allé. Et donc on se retrouve la veille, je prends mon poste demain. Et là je me dis, ça va pas être facile les gars. Donc le matin à 2 h du matin, je suis à Lyon, je prends ma petite ZX. Je trace, j'arrive à 9 h du matin devant chez Valeo. J'arrive dans mon nouveau job et là je découvre que j'avais pas compris la vie. Je devais prendre un job de chef de produit des gammes poids lourds. Pour faire simple, Valeo propose des gammes par exemple de pièces voitures mais aussi de pièces poids lourds. Et chef de produit d'une gamme, ça veut dire gérer la gamme. On te donne des pièces, genre des essuie-glaces, des embrayages, des freins à gérer. Et toi tu dois gérer tout ce qui est relatif à cette gamme, que ce soit les prix, les disponibilités, les nouvelles pièces, à qui tu vas les vendre. Tu gères une gamme. Si tu le fais pas 14 heures par jour, c'est épanouissant comme job. Mais C'est hyper large comme scope. Enfin, quand t'es jeune, tu te dis c'est trop bien, je vais avoir un boulot qui est hyper épanouissant avec plein de responsabilités. Let's go, ça c'est un job de ouf a priori comme expérience au départ. Mais il y a du boulot, hein. C'est pas facile, hein. c'était incroyable, j'étais si motivé. Je me dis putain, un vrai taf, ça va être cool, une vraie entreprise, si motivé, je me pointe comme ça. Et là je me rends compte, l'embuscade que c'était. Je vais remplacer une meuf qui partait en congé maternité et qui était censée partir en congé maternité un mois plus tard. Elle est partie le lendemain en congé maternité, c'est-à-dire que la passation a été d'un jour. J'aurais dû sentir l'embrouille aussi quand je suis arrivé avec les autres et où quand j'ai dit bonjour, personne m'a répondu. Mais genre, réellement, on a l'impression que c'est des blagues, c'est les entreprises où tu rentres et tout le monde te parle comme une merde. Là je l'ai vécu. Première journée, 9 h, 22 h. L'horreur absolue. On me demandait de faire des trucs où je bitais absolument rien. On me demandait d'être opérationnel à la première minute. Genre on te demandait, je viens d'arriver les gars, il faut être productif maintenant. Je ne sais même pas ce qu'il faut faire, d'accord? Vous me demandez de gérer 30 millions d'euros, je sais pas comment. Comment je fais? Et voilà, il y a plusieurs choses super intéressantes dans ce qu'il dit. Et on va revenir après au licenciement, mais déjà pour avoir le contexte, c'est hyper important. Entreprise où personne te dit bonjour, jamais vu ça. Mais ça doit exister et c'est son cas a priori. Ensuite, on a quoi? On a le fait que la personne parte en congé maternité, qu'elle parte le lendemain, ça peut arriver. J'ai déjà vu des transitions où il y avait 3 jours. J'ai déjà vu des transitions où tu avais moins une semaine. C'est-à-dire que la personne était partie il y a une semaine. On te dit, bah oui, elle a laissé un dossier avec la transition. C'est difficile.
bon, le contexte n'a pas l'air incroyable, il a l'air d'avoir une ambiance tendue. Il faut qu'il arrive à se trouver des alliés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à identifier assez rapidement au travail quelles sont les personnes qui savent ce qui se passe, quelles sont les personnes sympas et qui peuvent t'aider. Tu as toujours quelqu'un de sympa. Voilà, il faut essayer de trouver les personnes qui peuvent t'aider, qui sont compétentes. Je me souviens quand j'étais arrivé chez General Electric au départ, il y avait une des 16 personnes, parce que j'étais analyste, il y avait une des 16 personnes qui connaissait les chiffres, qui s'appelle Samir, qui est trop trop cool, et qui m'a pris sous son aile un peu au départ, qui m'expliquait les choses, qui était hyper professionnel. C'est vraiment l'une des premières personnes qui m'a inspiré au travail. Je me souviens, il laissait son bureau toujours clean tous les soirs. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit bah si je dois partir un jour comme ça tout est clean. C'est un peu particulier, mais il était vraiment, c'était le meilleur d'ailleurs 16 personnes de l'équipe, c'était trop bien. Bref, j'ai beaucoup appris de lui, il m'a pris sous son aile pour m'expliquer un peu la vie, ce que c'était vraiment les trucs. Parce que moi je faisais des chiffres, je comprenais pas vraiment ce qui se passait, hein. Pareil que lui, j'arrive dans un nouveau travail, qu'est-ce qui se passe? Donc là il a un gros budget, il travaille beaucoup, le fait de travailler beaucoup au départ, quand tu arrives dans une embuscade, c'est relou au niveau personnel. C'est relou quand tu as d'autres trucs à gérer comme tu n'as pas de logement. Mais il faut l'accepter au tout départ. Enfin, vraiment, il y a des fois, il faut avaler des couleuvres au début. Si tu veux devenir bon quelque part et avoir un poste aussi important dès le départ, il faut bosser. Tu n'as pas le choix. Je l'ai fait aussi. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais je dis que si tu veux réussir le plus rapidement possible, à un moment donné, le travail, il n'y a que ça, quoi. Je ne parle pas de présentéisme, hein, mais bref. Là, en l'occurrence, il arrive. C'est un bordel sans nom. Il faut qu'il bosse au départ. Il n'y a pas de choix. Avec une passation équivalente à une journée. Autant de dire le soir à 22h, je quitte le poste. Sur le trajet, j'étais... J'arrive dans le seul hôtel que j'ai trouvé à peu près dans le budget des 80 € qu'il m'avait donné. Et l'hôtel moderne à la porte de Paris qui a été rénové depuis, j'espère. Et alors c'est bien simple, j'y ferai même pas dormir mon chien dans cet hôtel, c'est un truc de ouf. J'y suis resté 3 nuits dans cet hôtel. Je venais d'arriver à Paris, j'ai découvert le périph aussi en ZX. Grand moment. Oh putain le périph. Moi j'avais pas compris, hein. Le premier embouteillage que j'avais croisé sur Lyon c'était 4 voitures. Hein. Et j'arrive dans ma chambre d'hôtel le soir et véridique de chez véridique. Premier soir, j'ouvre mon sac avec mes quelques affaires pour ma première semaine. Et il y avait ma copine de l'époque qui m'avait mis un calendrier de l'avant avec un petit mot avec un cœur. J'ai craqué, j'ai pleuré comme une merde. Tout était sale, en plus je voulais rien toucher, tu sais, comme je suis maniaque. Et là, tu t'es dit, allons prendre une bonne douche. Ouais! Et je me traîne jusqu'à la salle de bain qui était là, et je vais dans la douche. Pas d'eau chaude. Donc je descends à la réception, un peu énervé. Excusez-moi, pas d'eau chaude. Et la meuf me fait, bah ouais, la chaudière en panne. Enfin, je suis rentré dans la chambre, j'ai pleuré toute la nuit. Et en fait, j'avais pas compris à quel point ces entreprises sont violentes. Alors, c'est Ouais, alors on va revenir sur une petite anecdote. Au départ, le fait de déprimer, de ne pas savoir où t'es, c'est normal les premiers jours. Si t'as une entreprise sympa, le premier jour, ça va se passer parce que tu fais que les introductions, tu fais que dire bonjour aux gens. Le deuxième jour, c'est là en général, c'est à chaque fois le deuxième jour d'un nouveau job. Enfin, vraiment, c'est horrible. Tu te sens, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends rien. Tu te dis, pourtant, c'est pareil, hein. Premier boulot, stage, deuxième boulot, troisième boulot, tu fais, mais je comprends rien à ce qui se passe. Il faut bosser au départ, il faut passer par là, c'est normal, il faut juste réussir à avancer et à passer cette étape-là qui est très dure. Et au début, pendant quelques jours, une semaine ou deux, il se peut que tu n'aies pas beaucoup de vie, que ta vie, ça se résume à ton travail pour juste réussir à connecter les choses ensemble, à comprendre ce qu'il faut que tu fasses et à avoir une vision de ce que tu vas faire. Et une fois que tu arrives à avoir cette petite vision, même si tu n'es pas encore capable de le faire, là, tu vas pouvoir enfin te décontracter, souffler un peu, revoir tes potes, refaire du sport, refaire les trucs normaux. Mais c'est normal que lors de la prise de poste, ça soit intense. Ce qui est relou, c'est quand il y a des circonstances qui sont pas, qui aident pas, quoi, comme dans son cas. Certains là vont commencer à se dire oui bah c'est normal, c'est un travail, au début c'est compliqué, mais non. Il y a des entreprises comme ça où le but est de broyer les gens. Ils fonctionnent toujours en flux tendu pour faire en sorte que les gens soient toujours au maximum, avec toujours la menace de te dégager. Le concept à l'intérieur de la boîte, c'était que chaque personne devait avoir le travail de 2 personnes. Alors c'est super chouette, hein, peut-être qu'ils font plein d'économies sur les gens. Le problème c'est que tu pètes un câble ultra vite. Sur un CV, quand tu arrivais à mettre ta ligne, j'ai travaillé chez Valeo genre pendant 3 ans, ça avait une valeur folle. Genre si tu arrives à tenir 3 ans au rythme de Valeo, c'est que t'es solide. Et c'est en ça que sur un CV, c'était ultra important de rester. Par contre, forcément, c'est des systèmes qui laissent sur le bord de la route énormément de gens. Et il y a un turnover, c'est-à-dire un renouvellement de la masse salariale qui est ultra courant. Véritablement, une personne sur 2 chaque année part et rentre. C'est incroyable. Genre, tu te fais pote avec une personne, tu dis l'année prochaine, une chance sur 2 qui soit plus là. Ce qui est pas normal, et c'est en ça que j'ai compris pourquoi l'ambiance à l'intérieur était si toxique. La plupart des gens avec qui tu vas parler seront pas l'année prochaine. Pourquoi tenter de faire la connaissance avec 200 stagiaires, 200 personnes, 200 CDD, où tu sais très bien qu'il y a une chance sur 2 qui soit pas l'année prochaine au bout d'un moment? Je peux comprendre que les gens en aient ras-le-bol. Et en plus de ça, si tu passes trop de temps à parler avec les autres, il y a moyen que ce soit toi qui sautes. Waouh, la super ambiance. J'ai fini par le comprendre et le pire, c'est ça qui m'a fait de la peine, j'ai fini par être pareil, qu'au bout d'1 an dans une boîte comme ça, tu deviens totalement insensible à la misère des autres. Ouais, pas évident du tout. Je comprends ce qu'il veut dire. Il y a en effet des boîtes qui sont là pour broyer, qui vont toujours te mettre en flux tendu
qui donnait beaucoup de travail. Il n'y a pas de secret, hein. Soit tu te dis, tu peux pas rentrer là-dedans et pas avoir un objectif clair. Si tu n'as pas d'objectif clair, tu vas partir. Donc soit tu rentres dans cette boîte en disant, ok, je fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, et tu pars, et tu vas faire quelque chose de beaucoup mieux derrière, mais avec la valeur qui sera tellement énorme sur ton CV, que ça va valoir le coup. Ça, je te conseille uniquement si tu vas dans des boîtes exceptionnelles en termes de prestige, où tu sais que ça peut le faire. On avait déjà fait une vidéo sur le burn-out à Goldman Sachs. Tu sais que si tu as fait Goldman Sachs, tu vas pouvoir faire plein de trucs derrière. Ça se comprend, il y a aussi des boîtes de conseil, surtout les plus prestigieuses, McKinsey, Bain, BCG, où ça peut être le cas. Après, est-ce que tu veux vraiment le faire? À voir, ça va être dur, Ça peut valoir le coup en termes de compétences que tu apprends, parce que plus tu apprends vite, plus tu montes vite, plus tu vas pouvoir te reposer à un haut niveau de compétences et donc de salaire. C'est un équilibre à trouver, ça dépend ce que tu veux. Voilà. Il n'y a pas de bien ou de mal. Quand j'ai commencé chez Bouygues, je bossais beaucoup. Je bossais beaucoup, et j'ai fait des chiffres, j'ai fait des week-ends, j'ai fait des nuits. Quand je dis j'ai fait des nuits, c'est que j'avais des chiffres de nuit. Je commençais à 6h du soir et je finissais à 6h du matin. Et ça pendant une semaine, y compris le week-end. Et ensuite, on a alterné. Bref, il faut accepter de faire certaines choses à certains moments. C'est en fonction du choix de chacun. N'hésite pas à dire si toi, dans les commentaires, tu as fait des choix comme ça à un moment donné, tu as pris cher. Dans quelle entreprise? Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça m'intéresse, parce que j'adore ce genre d'histoire. C'est pour ça que je fais ces commentaires de vidéos. Et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes de la commu si on partage tous un peu ça. Quels sont les trucs les plus durs que tu as dû faire dans ton travail et comment c'est passé, quoi? J'ai vu des gens pleurer sur leur bureau. Parce qu'au bout de 12 heures de boulot, ils sont au bout du rouleau et t'en as rien à foutre. Je m'en fous. Parce que t'as le même boulot qu'eux à sortir. Et qu'il faut que tu charbonnes et que tu sais que t'as Michel dans son bureau qui te surveille, qui a qu'une envie, c'est de dégager des gens. D'ailleurs, ils ont pris une très bonne mesure pour éviter que les gens se jettent de la terrasse du 5e. Et quelle était cette Ils ont mesure? fermé. Ils ont fermé la terrasse du 5e. Parfait, c'est ce que j'aurais fait, c'est pragmatique. Comment ça, les gens se jettent de la terrasse? Fermez la terrasse, vous êtes super cons. La première C'est tellement un truc corporate et solution d'ingénieur aussi. Hein. Ça marche. Les gens ils vont pas jeter de la fenêtre puisqu'ils peuvent plus sauter de la fenêtre. Oh là là, c'est dur. Hein. Et le 4e jour, je me pointe à Valéo, et là je me dis, Sylvain, ce soir, tu fais comment? Quand tu sors du taf à 23h, tu vas visiter les apparts comment en fait? Donc je me suis dit, va falloir que t'attendes le week-end pour visiter les apparts. Chouette, on est jeudi, je fais quoi? Jeudi, vendredi soir. Samedi soir du coup, parce que je vais pas trouver un appart dans la journée de samedi. Et en gros, j'avais deux trucs, soit j'allais à l'hôtel, c'est-à-dire je vous rappelle plus de 100 € la nuit, et payer 2200 € par mois en fait, ça ne rentre pas. C'est-à-dire si tu fais le calcul, sur plus de 20 nuits, ça me coûtait plus cher de travailler que de pas travailler. Ou bien, la solution qui a été celle que j'ai choisie, dormir dans ma bagnole. À un moment, il me restait plus que ça. J'avais une technique, mais le ninja. Quand tu viens d'entrer dans une boîte, faut faire tes preuves. Et si possible, si tu peux ne pas dire à tes collègues, moi j'ai dormi dans ma caisse, ça dans le parking, oh bah c'était super, j'ai passé une bonne nuit. Et par dignité, un minimum, tu veux pas le dire aux gens, même si en vrai c'est pas grave, je suis sûr peut-être qu'ils m'auraient aidé finalement. Pas tes patrons en tout cas. Donc c'est simple, Sylvain est devenu le meilleur travailleur de la Terre. Le matin, à 7h30, j'étais là. Et le soir, à 23h, j'étais encore là. Mais comment ça se fait, il dort ici? Bah oui. J'habite au -1, eh ben c'est super. J'étais allé me mettre dans un coin derrière un pylône, mais vraiment caché. Et à 19h, quand les premiers partaient, je disais, non, mais je termine un truc là, je suis sûr, un gros dossier. À 21h, c'était le moment où les autres ils disaient, bah alors, t'as pris ton après-midi? Putain, j'ai envie de... Oh, ok. Et on arrive à 23h où quand tout le monde était parti, je prenais ma petite serviette qui était la même pendant une semaine et demie, mon petit brosse à dents et tout. Et j'avais une chance incroyable, et c'est en ça que je me plains pas. Au rez-de-chaussée, il y avait quand même des sanitaires, c'est-à-dire il y avait de quoi se doucher, de quoi se brosser les dents. Donc dans mon malheur, quand même, j'avais l'accès à l'eau, j'avais accès à de la bouffe et accès à de l'électricité. Donc franchement, certes, j'ai dormi dans ma bagnole, mais presque luxe. C'est ça où l'hôtel moderne nous me faire torpiller le cul. Hein. C'est Sylvain. Et je me... Bon, alors petite anecdote ici, bon, c'est fou ce qu'il y a eu à faire. J'ai connu des gens qui ont dû faire ça, dormir dans les bureaux pendant quelques jours. C'était le privilège de pouvoir le faire parce que les bureaux le permettent, c'est top. J'ai aussi travaillé à la SNCF au départ, stage ouvrier. Je te promets que les bureaux, tu pouvais pas dormir dedans. Il faisait super froid parce que c'était pas isolé du tout, vu que c'était des entrepôts. Et il n'y avait pas un canapé super cool en mode moderne, office corporate. Donc si tu peux le faire, tant mieux. J'ai aussi dormi dans ma voiture, notamment parce que je fais beaucoup de surf trip. Vous voyez la planche de surf qui est là, c'est une vraie. Et à la fois dans un 4x4 avec un pote, et à la fois tout seul où j'avais une Ford Falcon Wagoon avec la place derrière. Je descendais les sièges, je dormais à côté de mes planches de surf, et je faisais des surf trips de 1-2 semaines dans des coins perdus sur la plage. C'est paradisiaque certes, mais l'hiver il fait super froid, donc tu te mets dans ton truc et tu dors là avec un jean et une couverture et dans un sac de couchage. Et l'été il fait super chaud et tu travailles à 6h du matin avec le soleil qui tape. Donc c'est pas ouf, mais tu peux le faire. Et de toute façon, il faut faire ce qu'il faut faire pour y arriver. J'espère qu'il va trouver un logement assez rapidement parce que c'est pas du tout les meilleures conditions.
Je me levais, j'arrive au bureau 8h du matin, Sylvain était là, et je me disais, Sylvain, qu'est-ce qui est motivé 8h du matin quand même, incroyable. Et ça a duré comme ça 2 semaines, et au bout d'un moment, j'ai de la chance, j'arrive à trouver un appart, et là ma situation se stabilise. Je commence à mieux comprendre mon job, j'ai un endroit où dormir, ce qui est plutôt chouette quand même, on va pas se mentir. Et je fais comme ça, 1 an, ça se passe. Mon chef a commencé à me détester. Et je voulais... Et c'est là où, attention, j'ai rencontré finalement le plus gros enculé de ma vie. Parce que, je sais pas vous, alors moi je le fais. Je me suis fait un classement dans ma tête des pires enculés que j'ai rencontrés dans ma vie. Parce que ça existe en fait quand tu commences à avoir un poil d'âge. Mais quand t'arrives vers 30 ans, tu commences à voir les gens les plus cool dans ta vie. Et les plus gros enculés dans ma vie. Et il se trouve que mon chef direct était le plus gros enculé que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Pourtant, on est en YouTube Game Auto, hein, des enculés, on en connaît. Hein. C'était un niveau, j'ai jamais vu ça. Le mec était juste malfaisant. Vous allez comprendre, c'est le genre de mec. Waouh, bon. Déjà, il a fait 1 an. Là, surprise, on avance dans le temps, c'est cool, il a réussi à faire 1 an pour son CV, c'est super bien. Est-ce qu'il va faire une 2e année? Et pour les boss durs et toxiques, je dois avouer que dès que j'en ai eu, j'ai réussi à partir, j'ai eu beaucoup de chance. Qu'est-ce que c'est dur. Bon, on va écouter ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet aussi, sur les boss malveillants et tout. Je pense que j'en ferai plus dans le futur parce que c'est des situations qui arrivent à beaucoup d'entre vous. Et quand ça arrive... qu'est-ce que c'est horrible. Qui donne des ordres à tout le monde, mais qui lui ne fait rien. Alors qu'il est censé être chef et qu'il est payé 3 fois, 4 fois mon salaire quand même, calmons-nous. C'est le genre de mec qui portait ses cols de polo relevés. On a appris par la suite que le mec faisait des travaux dans sa maison. Et du coup, le mec, on le voyait sortir de son bureau, il faisait « Comment ça? Il y a péril dans la demeure, la boîte va couler, j'arrive tout de suite. Écoutez, je dois partir, les clients ont besoin de moi. » Et en plus, ce connard, il avait sa petite mallette où on pensait que c'était genre pour partir en voyage d'affaires. Il y avait ses fringues pour faire de la peinture chez lui. Tu prends tes week-ends, tu fais comme tout le monde, ou tu prends des congés, ça sert à ça. Bah ou si tu gagnes 1000 balles par mois, tu payes des peintres. Et le mec, du coup, au bout d'un moment, ça s'était ébruité. Et quand il sortait, il faisait son théâtre, il faisait « Je dois sauver l'entreprise !» Et du coup, on est tous en patience, ça fait... Ouais, ça marche, y a pas... Bonne peinture, ciao, ciao. Du coup, t'arrives à un moment où forcément le mec est détestable, surtout open space, personne pouvait l'encadrer parce que... Alors, petite anecdote, c'est c'est fou. Penser qu'on peut faire ce genre de choses sur le long terme sans se faire prendre, c'est se mentir à soi-même. Hein. Les gens sont intelligents, ils vont le voir. Mais ça arrive que des gens arrivent et prennent leur pause midi pour aller faire autre chose, faire du sport, faire des réparations ou autre. S'ils font leur travail et que tu t'entends très bien avec eux et qu'ils sont super cool, tant mieux. Mais là, s'il y a une chose à retenir de ça, c'est qu'il faut avoir l'air professionnel. C'est-à-dire que cette personne qui a réussi à monter, ce chef, il a réussi à monter parce qu'il était potentiellement bon dans quelque chose et surtout il arrivait à gérer ses relations avec les gens au-dessus. Et pour les gens au-dessus, les apparences comptent beaucoup. Donc le fait qu'il mette ses affaires dans une valise faisait que les gens qui ne connaissaient pas beaucoup, qui étaient au-dessus, doivent se dire bah il travaille justement. Alors que s'il avait été là avec ses vêtements de peinture et qu'on voyait qu'il partait pendant son temps de travail, bah jamais il aurait eu la promotion. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que si un jour tu dois faire ça, si un jour tu dois partir pour aller faire, bon, moi j'aime beaucoup aller à la piscine, bah, mon sac pour aller à la piscine, c'était mon sac avec mon ordinateur dedans. Ce qui fait que oui, mon boss savait que je partais à la piscine tous les midis et des fois il m'y voyait. Parce que c'était une piscine à ciel ouvert qui était sur le chemin pour aller manger. Mais aucun de mes collègues ne savait, à part ceux avec qui je m'entendais bien, à qui je le disais. Parce que oui, j'ai pas envie de partir avec ma serviette sur le dos au milieu de l'office à midi, hop, let's go, on est parti. Non, ce serait débile. Donc je mettais ça dans mon sac à dos et je partais et on pensait que j'allais. En fait, les gens s'en foutent. Peut-être qu'ils se disaient, mais pourquoi est-ce qu'ils prennent un sac à dos? Mais après ils oubliaient, parce que les gens de toute façon ils pensent pas à toi. Hein. Mais juste si j'étais pas ostensible devant eux en me disant je vais faire une pause de 45 minutes où je ne vais pas travailler. Voilà, faut juste pas faire ça. Il faut être un minimum intelligent. Si tu fais ce genre de choses, fais-le discrètement. Voilà, t'as pas besoin de le cacher, mais tu es discret, tu ne l'affiches pas. Il y a une différence, il y a une nuance. Et être bon, c'est pas seulement être bon dans son travail, c'est aussi être bon sur le fait qu'on sache que t'es bon dans ton travail. C'était un connard fini. Je sais pas, alors on est parti d'un accord tacite. Moins on se parlait, mieux c'était. Parle pas, je te parle pas, tu me parles pas. Mais ça n'a pas duré, ça, les enfants. Le drame. Arrive la fin de mon CDD d'1 an et se pose la question, est-ce que je continue ou pas dans l'entreprise? Ils avaient besoin de quelqu'un sur la gamme poids lourd. Parce que déjà, ça brassait 30 millions d'euros, donc c'est mieux d'avoir quelqu'un quand même qui gère le truc. Et surtout, bah, ils avaient personne d'autre. Parce que le père Lévy, c'était le seul qui avait un peu de connaissances dans le monde de poids lourd. Et arrive le moment où le responsable RH me dit, Sylvain, ton chef est pas content de toi, visiblement, t'es pas content de lui, mais on a besoin de toi, donc on te proposera peut-être un truc. On te tient au courant, ciao. Mais c'était de l'oral, il y avait rien d'écrit, donc moi, bah, je fais quoi? Donc j'attends, fin du contrat, et à un moment miracle, Valéo me rappelle. Il me convoque dans le bureau du responsable RH. Du coup, le responsable RH me renvoie un mail. Alors, on est au courant, les responsables RH, les RH ne sont pas tes amis. Ils sont là pour protéger l'entreprise. Donc là, il leur rappelle pourquoi, parce qu'ils ont un besoin, hein, c'est toujours la même chose, c'est une question d'histoire de pouvoir. Ils ont personne, il y a un problème avec la relation du manager, ils se parlent pas le moins possible. Bah écoute, c'est un accord comme un autre, j'ai déjà eu ça aussi avec des gens avec qui je m'entendais pas très bien. On se parle uniquement lorsqu'il faut travailler ensemble. Voilà, il n'y a pas de
On s'aime pas, on sait qu'on s'aime pas. C'est pas grave, hein, on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? A, B. D'ailleurs, j'ai travaillé une fois, c'était en étude avec quelqu'un que j'appréciais pas forcément, qui m'appréciait pas non plus, pour différentes raisons. J'étais un peu moins mature à l'époque, donc c'était peut-être aussi pour ça. Mais c'était l'un des projets les plus efficaces qu'on a fait, puisqu'on se rencontrait, on voulait que ça dure le moins de temps possible. Et donc, c'était bonjour, bonjour, tu vas bien, ok. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelles sont les tâches? Comment on se les divise? Toi, tu fais ça, moi, je fais ça, ok. C'est quoi les délivrables? Paf, paf, ok, on se revoit dans combien de temps? Dans 2 semaines, d'accord. Ça a duré un quart d'heure. Et puis, on a travaillé sur un projet de groupe, on s'est tout divisé en deux. On a dû travailler ensemble 1 heure maximum, parce que vraiment, on ne pouvait pas se voir. Ça arrive, et on peut faire avec. Là, voyons voir ce que les RH vont lui dire, et comment ils s'en est sortis. Il me dit désolé de pas t'avoir contacté plus tôt, on te propose un poste, la fiche de poste elle est celle-ci. Tu continues ton poste où t'étais, tu passes de CDD en CDI, et tu passes de 36 000 € bruts par an à 39 000 € bruts par an. Et on arrive le fameux jour, et j'étais censé rencontrer le responsable RH, qui était bien là, mais il était accompagné de l'autre gros enculé. Je passe la porte du bureau, je vois mon chef assis dans un coin. Et il me dit bah Sylvain, assieds-toi, tout ça. Le mec était pas censé être là, pourquoi il est là? Sylvain, on a envie de te garder, bon, voilà, on a besoin de quelqu'un. Voici donc la proposition que je t'ai faite. Tu sais, celle que je t'ai envoyée il y a quelques jours. Elle a 39. Sauf que sur la page, c'est pas marqué 39, sur la page, c'est marqué 37,5. Et je me dis, c'est bizarre ça quand même. Accrochons-nous tous à un truc. Il existe en fait un truc dans la loi française qui s'appelle la prime de précarité. Si à la fin d'un CDD, on ne te propose pas la continuation d'un poste en CDI ou un poste équivalent, l'entreprise te doit 10% de ce qu'ils t'ont versé pendant toute la période du CDD. En l'occurrence, j'avais touché 30 000 € jusqu'à là, donc il me devait 3 000 balles. Alors Sylvain, écoute, tu as remarqué qu'on a mis du temps pour revenir vers toi. Donc, on te doit la prime de précarité de 3 000 €. Mais on devait aussi t'augmenter de 3 000 €. Bah nous, ça nous va pas. No God! Parce que soit on te donne la prime de précarité, soit on t'augmente. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont pas compris, c'est que la prime de précarité, c'est pas au choix, hein. C'est pas McDo, c'est pas un dessert, hein. La prime de précarité, c'est une obligation légale. Tu ne peux pas négocier une prime de précarité. Mais c'est comme si tu négociais la TVA. Genre, tu te pointes à la caisse, tu dis 20% de TVA, 10. Enfin, ils ont un service RH qui est incroyable. Il doit y avoir 10 personnes au service RH. Vous n'êtes pas foutu d'envoyer un papier à temps. C'est pas comme si je l'avais pas rappelé. Vous êtes en tort, vous me devez une prime de précarité, point barre. Et là, il m'explique que non, ça va pas se passer comme ça. Il me dit, on devait t'augmenter de 3 000, mais on te doit également 3 000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on t'augmente que de 37,5. Et puis, bah, toi, comme on te donne 3 000 de prime de précarité, bah, tu gagnes un peu. Ou alors, tu nous rends la prime de précarité. Et on te met 39. Ça peut paraître nul de se dire, ça va, c'est 1 500 € par an. Déjà, c'est chiant, 1 500 € par an. Je vous rappelle que c'est une voiture d'occasion qui roule. Et deuxièmement, surtout, il y a d'autres choses à prendre en compte. Alors, c'est horrible de voir un système comme ça. J'ai déjà eu des histoires de négociations de début de contrat qui sont mal passées, que j'ai jamais dites encore sur la chaîne YouTube, parce que c'est un peu sensible. Et pareil, c'est avec un ancien employeur, donc j'ai pas forcément envie de... Un jour je le raconterai, mais... Et dans son cas, en fait, la question c'est à quel point ils ont besoin de lui, 1 500 €, c'est horrible sur le papier. Il y a différentes stratégies pour négocier à ce moment-là. La première, c'est de rester sur l'égal, de dire de toute façon, il faut l'avoir, et bon, non, il n'y a pas de rétroaction. La deuxième, c'est vous m'avez posé 39, moi ça me va, et il y a des besoins. En vrai, c'est difficile, parce que c'est toujours, là, c'est une situation où tu as des gens qui t'aiment pas en face de toi. Donc, ce que eux ils gagnent en plus, soit tu les gagnes en moins. Je trouve ça nul de négocier 1 500 € pour eux, alors qu'ils sont sur une boîte, sur une division qui fait 30 millions par an. C'est bon, quoi, tu peux lui donner les 1 500 €, en plus il fait du bon boulot, vous avez besoin de lui, let's go. Juste, on arrête de se pinailler à cause de choses comme ça. La question, c'est à quel point tu as besoin du travail ou pas. S'il se dit que pour son CV, il a besoin de rester 1 an de plus, malheureusement, il va peut-être devoir accepter. Il peut essayer de négocier. Il va peut-être perdre 1 mois de salaire sinon, et dans ce cas, tu perds 1 mois de salaire par rapport à ce que tu aurais eu si tu avais accepté 1 500 de moins. C'est compliqué, et ça dépend vraiment de la situation de chacun. Il n'y a pas de règle ultime ici, malheureusement. Tes augmentations ne partiront pas sur une base de 39, mais sur une base de 37,5. Ah ouais. Ton chômage, ta retraite part sur une base qui sont plus faibles. Résultat, signer moins, c'est juste se faire baiser sur toute la ligne. Oui. Et je rappelle au passage que 1. J'ai dormi dans ma bagnole pour votre job. Ça pourrait être apprécié de me lâcher 1 500 €. On est en train de parler de 1 500 balles pour une entreprise qui fait 20 milliards d'euros. Est-ce nécessaire de négocier 1 500 € sur le dos d'un jeune qui a juste envie de bosser? Surtout quand en face de toi, tu as un RRH et un directeur marketing qui doivent toucher chacun 10 000 € net par mois, qui essaient de gratter 1 500 € sur ton dos. Le temps, la valeur du temps horaire qui passe à négocier avec toi, ça fait quasiment l'équivalent de ce qu'ils vont essayer de te prendre. C'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant, et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne et que je parle de sujets comme ça. J'aimerais vraiment que les gens qui travaillent vraiment, qui font le taf, que ce soit des ingénieurs ou autres, au type de profil, mais qui font un vrai travail pour l'entreprise, ils puissent gagner plus et que leur travail soit plus valorisé. Et pour ça, il faut apprendre à négocier. Je suis content de montrer ce type d'anecdote parce que vraiment, ce qu'il va nous raconter là, c'est quelque chose qui peut être utile dans la vraie vie à des personnes qui écoutent. Peut-être pas à toi directement, mais à d'autres personnes qui écoutent, ou même à toi. Et je trouve que c'est vraiment bien de partager ce type de négociation et de situations horribles pour qu'on puisse s'y préparer et être plus apte à négocier dans ce genre de cas de figure. Déjà, c'est chaud, hein, mais c'est pas le pire. Le pire au Chabrier commence à me connaître. Quand tu me forces à faire un truc, je vais faire l'inverse.
pour faire chier. Juste pour te voir saler devant moi. Et ce qui se passe, c'est que je les vois faire avec Laurent Brouille là. Vous m'avez promis 39 et en plus j'ai un écrit. Et là ils commencent à comprendre que je vais pas dire oui. Je devais pas accepter dans ces termes. C'était soit ça, soit rien. Et là ils sont passés au plan B. Et le plan B c'était tout simple. J'ai commencé à parler et ils se sont mis à rigoler. Les deux gars en face de moi. Le vrai rire de théâtre. Bah, surtout qu'il est expert, directeur marketing. Je reparle. Les mecs m'écoutent pas, rigolent. Je fais qu'est-ce qu'il y a de si drôle. Et là, incroyable, ils m'ont fait une pierre chabrier. Ils se sont mis dans le dossier de leur chaise. Et ils m'ont dit, Sylvain, t'as pas compris. J'avais juste pas le choix. Il s'est passé une heure réelle, où l'objectif c'était de me démolir. L'objectif c'était de me saper le moral suffisamment pour que je réfléchisse plus et que je signe. Ils avaient besoin de moi, non pas par mes compétences incroyables ou par ma sympathie incroyable, ils avaient juste besoin de moi parce que s'il y avait personne sur cette gamme, ils allaient perdre de l'argent. Donc il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un pour gérer cette gamme-là. Aussi parce qu'il fallait le justifier aux actionnaires. Et c'est passé une heure, c'est-à-dire qu'on allait dans les sous-sols du tabassage en fait moral. Et on est descendu doucement. Un directeur marketing en face de moi qui me dit, Sylvain, ça fait 10 mois je te supporte plus, je peux pas t'encadrer, t'es nul, t'as un diplôme qui est en carton, ton travail c'est de la merde, ce que tu sais pas c'est que les autres, mais ils parlent tellement dans ton dos, t'es ultra pas apprécié dans l'open space, les autres te détestent. Je rappelle qu'un directeur est censé me motiver ses gens. Et puis de la part d'un mec en plus qui avait son col de chemise comme ça quoi. Et puis ça a descendu encore plus. T'es incompétent, t'es immature, on te propose juste un poste parce qu'on a besoin de quelqu'un. Mais si on pouvait avoir quelqu'un d'autre là demain, mais évidemment qu'on te prendrait. Et à un moment j'ai arrêté de me battre. En fait c'est trop dur quand t'es deux contre un sur des gens qui ont juste pour objectif de te tabasser les genoux. Donc je me suis mis dans ma chaise et j'ai attendu. T'as que ça à faire quand tu peux pas parler. Ah, je suis immature, je suis nul, je suis tout ça, je sens mauvais, j'ai une mauvaise haleine, mauvais choix en plus à la cantine. Je regardais ma montre, qu'est-ce que ça énervait quand je regarde. Ouais, c'est super dur comme situation. Alors bon, là on est face à des gens qui sont... Ouais, ils partent sur une technique de manipulation et d'argumentation qui est nulle. Donc, je pense que sa réaction est la meilleure. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, tu peux pas négocier avec un pigeon. Si tu joues avec un pigeon aux échecs, il va gagner parce qu'il va se mettre sur les pièces, il va tout écraser, il sait pas comment jouer. Là c'est la même chose. T'as deux personnes qui sont connes en face de toi et qui t'en remettent plein la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Si tu veux le poste, quelle est la seule chose que tu peux faire? Tu t'étais, t'attends. Et tu les laisses parler. Tu les laisses parler. Et quand ils finissent de parler, tu laisses un blanc et tu laisses le bras croisé si tu veux. Tu t'attends. Jusqu'à ce qu'ils demandent à toi, jusqu'à ce qu'ils te redonnent la parole et qu'ils te demandent et que ce soit eux qui soient en mode bon, alors qu'est-ce que tu en penses? Et t'attends 10 secondes. Ils vont peut-être te redemander une deuxième fois ou ils vont attendre. Et là, tu peux dire vous avez fini? Et à partir de ce moment-là, ils vont répondre, et tu dis, voilà, mes conditions c'est, et toi tu as tes conditions, lui il est ancré sur sa position de, c'est 39 et la prime. Quoi qu'il dise, en fait, il faut juste ne même pas y répondre, ne même pas réagir à ça. C'est, écoutez, par écrit vous m'avez proposé 39, la prime de précarité c'est une obligation légale, est-ce que ça vous va? Ou bien, est-ce que ça vous va, c'est peut-être un peu faible, mais sur le coup, de toute façon, tu vas pas être le plus éloquent, mais tu peux dire quelque chose de, est-ce que ça vous va, ou... moi, je vous propose qu'on parte là-dessus. Et t'attends. Et tu dirais, en fait, à partir du moment où on t'objecte des choses qui sont pas raisonnables, ça sert à rien d'argumenter avec. Ça ne sert à rien. Ils sont en train de te dire que t'es nul, mais ça, et pourtant ils veulent t'embaucher. Bah ta gueule. Enfin, juste t'as rien à dire. Si jamais tu me dis ça, bah moi ça me passe au-dessus. On parle chiffres. On parle que chiffres. Parce qu'il y a que ça qui compte. J'espère qu'il a réussi à négocier. Oh, je faisais des... Comme ça énervait. Et il y a un moment où le directeur marketing, je sais pas, pensait que j'allais réagir. Et ça l'a énervé plus que moi, en fait. C'est-à-dire, il a pété un câble. Et il est parti. Et là, le RRH a fait du coup le rôle de bon flic. Enfin, de moins mauvais flic. Je vois bien qu'avec Jean-Michel, ça se passe mal. C'est pas grave. Moi, je suis là quand même pour t'aider. Alors qu'il venait de me dire une seconde avant qu'il me paie pas. Ça, c'est notre offre. Et non négociable. Tu signes maintenant ou tu es persona non grata chez Valeo. Pour ceux qui n'ont pas compris, persona non grata, c'est-à-dire blacklisté, c'est-à-dire mort, c'est-à-dire t'es cuit. Et le mec fait une pause, c'est véridique, il fait une pause et me dit, moi Jean-Michel, on va faire notre maximum pour te griller dans la profession. Et là, Sylvain, il a fait... Jusqu'à là, je faisais le malin. Je regardais ma montre et tout, j'essayais de taunter un peu. Là, j'avoue, je me suis chié dessus. J'ai pas pleuré, même si j'en avais un peu envie. Le mec me tend le stylo. Si tu passes la porte de ce bureau sans signer, tu es blacklisté de chez nous. Est-ce que c'est bien clair? Et là, je me suis dit, il me faut une pirouette. Et attention, la pirouette, salto arrière. Hop, Huracan. Je sais pas comment ça m'est venu un éclair de génie. Il m'avait répété plusieurs fois que j'étais immature. Et j'ai dit, c'est en train de me demander de signer un truc sur le champ en me reprochant d'être immature. Faudrait que je prenne le temps quand même d'y réfléchir à votre offre, non? Et je l'ai mouché là, hein, parce que là, du coup, il m'a dit, il est 15h. Si ce soir à 18h, j'ai pas une réponse positive par mail, tu sais ce qu'on fait. La porte. Donc je prends les petites affaires, je rentre chez moi. Ouais, bon, c'est dans ces cas de figure qu'on se dit, quand tu sais que ça va mal se tourner, est-ce que tu veux pas prendre ton téléphone et le mettre et enregistrer toute la discussion parce que quelqu'un qui te dit ça, c'est inacceptable? Potentiellement. Ah, c'est vraiment une situation de merde, hein. Vraiment, c'est nul. Il n'y a plus beaucoup de techniques de négociation qui comptent et c'est vraiment, on revient au basique du quelle est ta limite haute, quelle est ta limite basse, et qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Mais clairement, tu sais que tu vas pas rester. Enfin, eux, ils vont peut-être le virer, on va parler de son licenciement ensuite.
Mais tu entres dans un job comme ça, tu sais que tu veux partir ou que tu vas rester le minimum de temps possible et faire le moins de travail par rapport à la charge de travail qu'ils ont. Porte du bâtiment. Je pleure. Pendant mon taf, j'avais rencontré la personne qui finalement deviendra mon chef chez Bosch et qui du coup, lui, était l'un des meilleurs gars que j'ai rencontré dans ma vie. Et je prends mon téléphone, culot. J'appelle un mec de chez Bosch, la concurrence. Je lui explique le truc. Ils viennent de me faire un coup de pute, je sais pas à tout hasard si vous avez un taf. Il me dit bah moi j'ai travaillé à 15 ans chez Valeo. Et il y a 15 ans c'était déjà comme ça. Et bah je ferai le maximum pour t'aider. Et j'ai repleuré. Et le pire c'est qu'il a tenu parole et il a fait le maximum pour m'aider. Mais ça je le savais pas. Donc du coup, bah comme j'avais aucune assurance, est-ce que je continue avec le risque de me faire griller dans la profession? Ou est-ce que je vais voir si l'herbe est mieux ailleurs et s'il mentait? Et je fais mon choix. J'essaye de gagner du temps par mail, donc du coup je lui balance un truc du genre étant dans l'attente de réponse de la part d'entreprises tierces, me vois dans l'impossibilité de vous rendre une réponse ferme et définitive ce jour. J'avais essayé de gagner du temps, je me suis dit, on sait jamais, tu sais. Et On va juste regarder l'email qu'il a écrit. Ah, il a mis beaucoup de... il y a tellement de formules. Bonsoir messieurs. Suite à notre entretien, je vous confirme avoir reçu votre offre ce jour et vous en remercie. Étant dans l'attente de réponse de la part de votre entreprise tierce, je me vois dans l'impossibilité de vous rendre une réponse ferme et définitive ce jour. Étant au fait du contexte, je vous assure faire tout mon possible pour vous donner une réponse précise dans les plus brefs délais, en vous remerciant par avance cordialement. Il n'y a que des formules de politesse. Pourquoi pas, hein, ça se tente. possibilité de vous rendre une réponse ferme et définitive ce jour. J'avais essayé de gagner du temps, je me suis dit on sait jamais, tu sais. Et en réponse je l'ai, et le pire c'est comme ils sont super malins, ils m'ont fait des écrits de ça. Conformément à ce qui a été précisé tout à l'heure au cours de nos échanges, cette offre était valable jusqu'à aujourd'hui. Valeo est un groupe suffisamment important pour se permettre de ne pas être soumis aux décisions d'autres entreprises. Désolé que les messages que nous avons pris le temps de bien détailler avec Jean-Michel n'aient pas été compris. Les enculés. Et alors le pompon, le toupet, messieurs dames. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter que les autres entreprises soient aussi correctes que nous avons pu l'être. Oh. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. On a l'impression qu'il y a des double spacing quelque part, mais bon. Bref, ça c'est pas grave. Le caviar de ce mec. Fils de pute catégorie, poids lourd, maximum. Alors là les gars, mais bravo. Et c'est comme ça que mon histoire chez Valeo se termine. Non. Alors du coup... Non. Ah ouais, on m'avait dit que c'était un truc de fou, je m'attendais pas à ça. Il s'est fait virer sur le renouvellement de son contrat parce que c'était des fils de... Ah ouais. J'avais un peu de sel en stock. Il se trouve qu'un an plus tard, quand j'étais chez Bosch, la chaîne n'existait pas encore. Et j'avais touché des grosses primes et j'avais acheté le Z4M avec. Du coup, à l'époque, j'avais le Z4M. J'avais pensé à tout. J'avais pensé à l'achat, j'avais pensé à l'assurance, j'avais pensé à l'entretien. J'avais pas pensé au stationnement, je suis débile. Je me suis dit, attends, Valeo, il m'avait viré tellement vite. Il y a moyen que mon badge, il marche encore. Et on s'était boité devant l'entrée du parking. Je bip à l'entrée, je dis, ça marchera jamais. Et là, la porte du parking s'ouvre. Oh là 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 là. Alors, je suis désolé. J'ai profité du parking de Valeo pendant un an. Ils ont mis un an avant de le trouver. Et un jour, je reçois un appel. Y a un mec qui me fait bonjour, c'est machin de Valeo. Bah alors, vous êtes pas gêné? Bah je sais pas, quand vous m'avez viré comme une merde, vous étiez pas gêné non plus. Si vous avez envie d'envoyer la facture, mais je la paierai. C'est pas vrai, je la paierai jamais, je vous emmerde en fait, bande d'enculés. Donc du coup, on en vient à pourquoi qu'on est tous les deux devant la caméra. C'est très drôle. Alors pour l'anecdote, il se trouve que j'avais un téléphone de bureau avec une de mes présentes entreprises. Je vais pas dire laquelle exactement, juste parce que voilà. Et il se trouve que j'avais l'internet qui était payé avec. Et j'avais demandé à racheter le téléphone. Et il m'avait dit, bah non, ça fait 2-3 ans que tu es là, donc c'est bon, le téléphone, il vaut plus rien par amortissement, donc tu peux l'avoir. Et ils n'ont pas enlevé mon abonnement. Et il se peut que l'abonnement ait couru pendant quelques mois, dans les mois qui ont suivi. Et voilà, est-ce que je leur ai dit que l'abonnement était plus couvert? Bah, peut-être pas, mais voilà, ça c'est peut-être arrivé dans une vie précédente. Voilà, on va rien dire, mais ça arrive, ce genre de choses arrive, c'est pas bien de le faire, il faut pas faire officiellement, bien entendu, je suis contre ce genre de choses. Voilà, chacun peut faire ce qu'il peut faire, et en général, ce qui se passe dans ce cas-là, parce qu'au bout d'un moment, l'entreprise le sait, il t'appelle, là tu décroches et tu fais ah oui, c'est non mais en effet. Et qu'est-ce qu'ils disent? Soit ils te disent bah il faut rembourser, soit ils s'en foutent parce qu'en fait, voilà, ça vaut rien en termes de pour une entreprise, c'est pas ça qui va te faire une grosse diff, donc c'est pas grave. Et puis s'ils te disent de rembourser quelque chose, tu rembourses quelque chose, mais là, voilà, ils ont dit, bon, bah, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, vous savez que c'est toujours en train de courir et que vous l'utilisez? J'ai fait, oui. Il y a eu un blanc, ils ont fait, juste pour information, le numéro va être désactivé, enfin, l'abonnement sera arrêté demain. Bon, très bien, je les ai remerciés et bonne journée, voilà. C'est tout, hein. C'est la discussion qui se passe. Et c'est souvent ce qui a pu se passer avec lui. Et je vous mets une autre vidéo réaction qui devrait vous intéresser sur une autre personne qui s'est fait virer, c'est Aurore. Une personne qui est en tech à Miami, c'est hyper intéressant, c'est son premier licenciement, elle s'est fait virer 2 fois et on suit un peu ses aventures, et en plus c'est une fille qui est cool,
en privé, elle est super sympa, donc je vous mets la vidéo qui devrait vous intéresser à l'écran. Merci d'avoir regardé.